Bienvenue dans l'univers merveilleux d'aimer vivre en France. À chaque fois que nous nous retrouvons, c'est pour mieux découvrir les régions françaises, leur beauté, leur richesse. Aujourd'hui, un voyage très inhabituel au cœur des sucreries régionales. Les bonbons de très nombreuses villes sont devenus célèbres grâce à leurs bonbons. Vous connaissez sans doute les calissons d'Aix, les bêtises de Cambrai, mais connaissez-vous les coloches, les niniches, les grêlons? Il y en a des dizaines comme ça, chacun associé au nom d'une ville ou d'un village. On y va, petit tour de France merveilleux des sucreries régionales. Ce n'est plus du sucre, pas encore des bonbons. Le sucre cuit, on peut vous l'expliquer, mais ça se travaille avec le cœur. Travailler le sucre, il faut en avoir envie et c'est une passion surtout. Voici comment se fabrique un petit bourgeon de sapin. Donc l'huile essentielle de bourgeon de sapin, que l'on va seulement ajouter maintenant dans la pâte à bonbons au dernier moment. La chance qu'on a, au moins, c'est qu'on a toujours le nez bien dégagé. Hein. Regardez. Ah non, ça va du côté du nez, on se porte bien. Hein. Un sucre brûlant et parfumé qui aide à passer l'hiver. Nous sommes dans les Vosges, tout près de Gérardmer. 3 familles fabriquent des bonbons des Vosges. Ils ont appris le métier chacun à leur manière. Voici l'histoire de Jean-Marie et de sa famille. Mon métier, c'était débardeur forestier, c'est-à-dire de sortir des bois de la forêt, d'amener des bois au bord des chemins de camion. Ouais. Des sapins, on est passé au bourgeon de sapin, mais en bonbons. En fait, si on ne savait pas les sapins, on n'aurait pas les bonbons au bourgeon de sapin non plus. Donc, eucalyptus. Fabienne, la fille, est secrétaire de direction de l'entreprise. Toutes les semaines, elle vend ses bonbons sur les marchés. Une coquette vache, ça fait 2, 3. Qu'est-ce que vous avez acheté? Alors, des bonbons au jaune de sapin. Voilà, pour les voies respiratoires, c'est parfait. On a besoin parce que ça tousse un peu, quoi. Dans cette marmite de cuivre, 14 kg de sucre bout dans 3 litres d'eau à 140 degrés. Mais il faut ajouter aussi du sirop de glucose. Il y a encore à peu près une température de 50 degrés que le sirop de glucose va nous permettre d'éviter la recristallisation du sucre. C'est très important parce que s'il se refroidit, on n'arrive plus à le sortir. Ce sirop de glucose, il est fabriqué donc avec le maïs. Ainsi, 8 kg de glucose fondent dans chaque bassine de sucre. C'est la cuisson à feu nu. Ce glucose est intégré lentement pour que le mélange soit stable. La cuisson est accomplie à 152 degrés. Donc là, le sucre, il est au grand cassé. Il casse, il n'y a pas de petit filament entre les deux morceaux. Il est bien cuit. C'est une graisse à base de noix de coco, c'est un mélange de coco et de soja. Donc c'est une graisse qui a la particularité de ne pas rancir. Chauffée entre 40 et 50 degrés, la plaque métallique est maintenant prête à recevoir une nouvelle coulée de sucre cuit de 40 kg qui donnera 20 000 bourgeons de sapin. Voilà. Pour la fabrication, eh bien, c'est sûr que si je n'avais pas racheté une affaire qui existait, qui était en bonne santé, où le fabricant savait vraiment comme bien travailler le sucre, je n'aurais jamais pu en arriver où on en est aujourd'hui, où on en est, parce qu'on est toute une famille arrivée là, je ne suis pas le seul. Là, c'est moi qui l'ai conçu. Voici tonton Jean. C'est le confiseur qui a vendu son matériel avec son savoir-faire à la famille lorsqu'il a cessé son activité. Il aime bien parfois leur rendre visite. J'ai passé 4000 tonnes de bonbons en 35 ans. Les recettes, c'était plus important que l'affaire. Hein, parce que le matériel, on peut toujours l'avoir, mais le savoir-faire, on l'a pas toujours. De toute façon, il nous a jamais respecté, il nous a toujours bien appris, on n'a pas eu de problème. Et il a toujours le coup de main, hein, toujours le coup de main, il a toujours gardé. On le voit, hein, tonton Jean. Avec Philippe, autre entreprise familiale, même bonbon, mais pas de formateur. Ça ne s'apprend pas à l'école, il n'y a pas d'école. Avec des livres, c'est pour ça que j'ai perdu beaucoup d'années. Mes enfants n'auront pas... Ils auront la chance de... Ils pourront aller plus loin. Fabrice est l'un des 2 fils. Il refait pour nous les gestes des bonbons faits comme autrefois. On a repris ces bonbons-là parce que c'est une tradition. Bon, c'est vrai que maintenant on se pose plus de questions sur l'origine. On ne la connaît pas bien parce que c'est des anciens. Il y a eu certainement une génération qui a disparu et qui n'a pas transmis, alors on est sur leurs traces. Les bourgeons de sapin sont liés au bon air des Vosges, mais ce n'est pas une marque. Simplement une tradition artisanale, familiale. Elle existe depuis la moitié du 19e siècle et elle est bien vivante.
Dites-nous, Jean du Vaucluse, quel est donc ce hérisson rose que l'on brosse sur sa pelouse synthétique? Un chardon, un chocolat, un bonbon, une spécialité à la liqueur. Tout cela réuni, et pire, c'est le chocolat favori des maîtres pâtissiers du Vaucluse. Dans tout Avignon, on ne parle que de lui, car la liqueur qu'il emprisonne dans sa coque de chocolat est la liqueur d'origan. Il paraît qu'Avignon lui doit son salut, car la liqueur a sauvé la ville de la peste au 19e siècle. Non, pas de la peste, du choléra. Bon bah, toi qui connais tout, raconte. Oh oui, raconte. Voilà. Tout commence dans la distillerie du grand-père Blachère en 1835. À la base, c'était une liqueur qui servait essentiellement à soigner les gens, car en fait, il y a à peu près 60 plantes à l'intérieur. C'est une recette unique que nous perpétuons donc de père en fils. Même si aujourd'hui, il est quand même assez difficile de trouver des plantes et toutes les épices qui rentrent dans la composition de la liqueur. Produit du terroir, l'origan du Comtat donne alors l'idée à 60 maîtres pâtissiers, en mal de spécialité régionale, de créer un chocolat empreint d'histoire. Voilà comment, il y a 30 ans, la papaline est née au cœur de la cité des papes. Les pâtissiers ont alors choisi de la faire fabriquer chez un artisan chocolatier pour avoir une unité de qualité. 60 fabricants, 60 recettes au bout de 6 mois. Donc nous avons tenu à une certaine rigueur de confection. Nous surveillons, il y a un comité de la papaline, c'est fait très sérieusement, et on est sûr que vous avez la même papaline dans les 60 points de vente différents. Pénétrer chez Monsieur Vial, artisan des temps modernes, c'est entrer dans le monde magique du chocolat à la liqueur. Car comment fait-on pour introduire un liquide dans du chocolat? On part à l'inverse de ce que les gens pensent. On ne va pas incorporer la liqueur dans le chocolat, on va préparer des intérieurs liqueurs qu'on va ensuite enrober de chocolat. Le secret de cette fabrication à l'ancienne consiste donc à couler la liqueur dans l'amidon et à laisser s'opérer l'alchimie. Que tout le sucre qui a été en contact à l'air, à l'amidon, comme l'amidon il laisse passer l'air, tout cet alcool et sucre mélangé a cristallisé à l'extérieur. Et tout ce qui est à l'intérieur restera liquide. Dernière opération, faire prendre à ce bonbon papal plusieurs bains de chocolat grâce à une religieuse mécanique. Et si le syndrome ostentatoire du plongeon de l'index gourmand sous la coulée de chocolat vous a chatouillé l'esprit, c'est que la papaline vient d'abolir l'un des 7 péchés capitaux. Dans une petite boulangerie qui fabriquait un petit peu des confiseries, rue des Carmes à Cambrai, il y avait un boulanger et un ouvrier. Et vers 1850, cet ouvrier a fabriqué donc une confiserie. Et quand il a fait la fabrication, il s'est complètement planté. Le patron lui a dit « T'inquiète pas, on va le mettre en vente ». Et voilà d'où est née la bêtise de Cambrai, et c'est parti dans le monde entier. 150 ans plus tard, le glucose va toujours rejoindre sur un fourneau le sucre en poudre de betterave, un produit de la région. Avec un peu d'eau, ils chauffent ensemble dans un chaudron de cuivre à côté d'une casserole remplie de caramel. La recette paraît simple, mais tout est dans le dosage, la durée de la cuisson et sa température. Les confiseurs le savent bien, le sucre est susceptible. Le sucre, c'est vivant, c'est magique. Vous inversez les dosages, vous inversez des situations de température. Tout est changé, tout est différent. Je travaille d'une manière artisanale. Comme je suis un puriste, j'essaye de conserver des traditions. Je trouve que la bêtise, on ne peut pas la changer. Elle a toujours été faite d'une manière ou d'une autre. Et c'est de cette manière-là qu'on doit la continuer. C'est un monsieur qui avait, je sais pas, 90 ans, qui m'a appris à faire des bêtises. Je peux vous assurer que c'est absolument un métier passionnant. Passionnant et beau. Il suffit de voir le sucre se métamorphoser progressivement sur les tireuses. La pâte, blonde et dorée, devient blanche et satinée au simple contact de l'air. Elle reçoit alors son parfum, quelques gouttes d'essence de menthe, selon la tradition, puis elle refroidit doucement.
Dernière étape, c'est là qu'intervient le maître artisan pour caresser, façonner la pâte et la placer dans la machine. Il l'entoure soigneusement d'un ruban de caramel, la fameuse rayure jaune du bonbon. Ce qui peut me faire le plus plaisir, c'est quand tout va bien, quand le sucre cuit, quand ça bouillonne de partout, quand ça sent la menthe, quand les machines tournent, quand le personnel est content, quand tout le monde est content. 120 tonnes de bonbons naissent chaque année dans cette petite confiserie à côté de Cambrai, pour être croqués dans la région, mais aussi en Europe et même au Japon. Toutes ces boîtes témoignent d'un passé glorieux, car au début du siècle, les confiseurs et leurs marques étaient bien plus nombreux qu'aujourd'hui. Chacun s'intitulait inventeur de la bêtise et faisait un procès à l'autre. Aujourd'hui, la guerre des bêtises est terminée et Cambrai est une ville tranquille, paisible. Il ne reste que 2 fabricants qui répartissent leur production chez les commerçants de la ville. Chaque magasin choisit sa marque et lui reste fidèle. Exemple, la plus ancienne épicerie de Cambrai. Elle aurait 170 ans, c'est-à-dire 20 ans de plus que la bêtise. Le propriétaire n'a que 80 ans et pour lui, les boîtes et les sachets du bonbon blanc rayé de jaune, ce sont un peu ses enfants, son patrimoine. Il y a des réserves, tout est prêt, pour pas que le client attende. Et tout est prêt. Est-ce que vous êtes gourmand? Ah, bah de temps en temps, c'est un bonbon, hein, pour avoir de la vigueur. Ça fait du bien? Voilà, ça rafraîchit. On mange combien par jour, les bêtises? Ben, des fois, mais un tout petit peu. 1, 2, 3. Une grande classique. Blanche, pure, rose ou bleu pâle, la dragée est indétrônable, indémodable. Elle traverse les siècles avec une assurance tranquille, sûre d'être de tous les événements familiaux, les naissances, les baptêmes, les communions et les mariages. Les moments forts de l'existence ont un goût d'amande et de sucre vanillé depuis plus de 700 ans. La création des dragées était faite par un droguiste, Verdunois, en 1220. Alors au départ, elles étaient faites avec une amande enrobée de miel et elles étaient destinées aux mamans qui accouchaient pour leur donner un petit coup de fouet. Ce médicament délicieux est vite devenu une friandise très prisée. Au XVIe siècle, les rois avaient un drageoir dans la poche. Les dragées étaient offertes dans toutes les cours princières d'Europe. Jusqu'en 1600, elles avaient la forme irrégulière d'une praline, puis on eut l'idée de conserver la forme ovale de l'amande. On essaye de sublimer l'amande, parce que l'amande en elle-même est pleine de défauts. Il faut essayer de la rendre le plus intacte possible, lui redonner sa vraie nature. Et seulement après, on peut se permettre de l'enrober de façon différente. Les maîtres dragiers ont laissé libre cours à leur imagination et ont varié les plaisirs. La dernière née de la famille se prénomme Châtine. C'est une amande grillée, contrairement aux dragées classiques. Elle est enrobée non pas d'un sirop de sucre, mais de chocolat et de poudre de cacao. Les gens en sont très très friands. Et cette dragée-là, on les retrouve dans la restauration, dans les bars. Elle a un grand succès. Quelle que soit la nature de l'enrobage, sucre ou chocolat, la dragée doit combiner harmonieusement 2 saveurs complémentaires. Une dragée au top, c'est une dragée qui est déjà une grande amande, une belle amande, avec enrobée de très peu de sucre, c'est-à-dire à peu près à 50-50%. Accessoire indispensable de la dragée, l'assortiment qui parsème les boîtes ou les cornets. Sous le manteau brillant se cachent de toutes petites pâtes ou des grains de riz enrobés de sucre et de poudre d'argent. Dans cet écrin de minuscules miroirs se reflètent les dragées, à l'image du plaisir que l'on éprouve à la croquer. Tout droit sorti d'un roman de Jules Verne, le capitaine de ce navire en sucre lance ses machines à toute vapeur. Il transporte tout sujet préembarqué pour le royaume de la douceur, à 20 000 lieues de la mer. Car l'amertume est ici bannie. Seul l'océan est autorisé à caresser de ses embruns salés le meilleur bonbon de France. Une sucette qui veut bien se parer d'arômes caramel au sel de Guérande, mais aussi de 50 parfums naturels différents.
L'essence de fraise en fait un rubis, un métal précieux façonné par le capitaine des confiseurs. C'est un bonbon qui est fabriqué avec du sucre, de l'eau, du glucose, des arômes naturels, des essences, comme là aujourd'hui c'est de la fraise, essence de fraise, et c'est tout. Après, le secret est dans la cuisson, une bonne cuisson, une bonne température, et voilà. Donc là, je satine le sucre, j'incorpore de l'air dedans pour le blanchir. C'est l'oxydation en fait de l'air qui change de couleur. Ça sert à décorer le bonbon. Et voilà que la niniche prend forme. Elle s'affine, s'allonge, elle s'habille pudiquement de films transparents et joue les incontournables depuis 1946. Date à laquelle le grand-père Audebert lui a donné naissance. Car la niniche est depuis l'après-guerre une tradition familiale, suivie par 3 générations d'artisans confiseurs de la maison d'Armorine. Vendue chaude sur la plage de Quiberon les soirs d'été, son succès est immédiat. Les vagues de l'océan côtoient alors les vagues de gourmands, et aujourd'hui, rien n'a changé. Voilà, c'est une fabrication qui est restée artisanale. Alors notre atelier de fabrication se situe à Quiberon. On fabrique toute l'année, mais c'est vrai qu'en juillet et en août, on garde cette tradition de niniche chaude, c'est-à-dire que l'on fabrique la niniche sur place devant les gens ici au magasin. Au bout de la presqu'île de Quiberon, il y a ce patrimoine culinaire breton qui pointe fièrement son bâton de sucre, tel un phare pour guider les gourmands éperdus vers la rive de l'enfance. Bienvenue sur les canaux de Montargis, c'est ici, en pleine Venise du Gâtinais, que se trouve un bien beau secret. Et ne comptez pas sur nous pour vous le livrer, nul ne le connaît. Il s'agit du secret de fabrication des pralines. Un secret protégé depuis le XVIIe siècle par le cuisinier Lassagne, qui en fut l'inventeur. Et depuis 1650, beaucoup ont essayé de savoir quelle quantité exacte de sucre il fallait et à quelle température on devait l'ajouter aux amandes. Beaucoup ont copié sans jamais avoir la bonne recette. Sachez simplement que les amandes sont ici de qualité supérieure, ce sont des longuettes d'Espagne, que chacune est calibrée, grillée, légèrement sucrée et vanillée, et que ce n'est qu'après qu'elles sont caramélisées. 8 louches de caramel très cuit pour 45 kg d'amandes, de quoi faire saliver nos plus petits gourmets. Et c'est parce que Lassagne était cuisinier du duc de Praslin que ce maréchal de France, ministre du roi Louis XIII, donna son nom à ce bonbon. Quant à notre cuisinier, malin, il ouvrit à Montargis la confiserie du roi, qui, elle, est toujours là. Au début du siècle, la famille Mazet rachète cette demeure historique et avec tous ses secrets. 100 ans plus tard, visite des lieux par Benoît Dijon, petit-fils de la famille. L'espoir de ce dernier, créer ici dans 2 ans un musée dédié à la praline. Bonjour et bienvenue dans les salons de la praline. Entrez. Vous êtes ici dans l'appartement où vivaient mes grands-parents qui ont racheté en 1902 cette maison unique qui fabrique les pralines Mazet de Montargis. Et nous sommes ici dans le salon, devant le gisement des boîtes anciennes. Alors voilà un certain nombre de boîtes qui ont illustré l'histoire de la maison. Cette première boîte qui rappelle les pralines en 1870 à peu près, avec une vue sur le canal. Dès la fin du 19e siècle, à la demande du grand public, la praline connaît différentes variétés. Rajout de chocolat noir ou au lait, de nougatine ou de sucre glace. Le bonbon est alors connu dans le monde entier, qui symbolise une certaine confiserie de luxe à la française. Difficile alors de résister au son des pralines que l'on croque, que l'on écrase voluptueusement sous la dent. Et attention aux différentes imitations, surtout à base de cacahuètes.
Il s'est fait des pralines ailleurs, il s'est fait des pralines dans le monde entier, il s'est fait du praliné, il s'est fait du praliné pour le chocolat. Même les Belges appellent ça la praline, désigne souvent le non-chocolat. C'est une erreur de langage, mais enfin elle existe, donc on l'accepte comme telle. Mais la praline, c'est l'amande grillée caramélisée. La praline a fait à tout jamais la renommée de Montargis, et là-bas, bien des connaisseurs en salivent aujourd'hui de plaisir. Un liquide à 160 degrés, un savant mélange entre 8 kg de sucre, 5 kg de glucose et un peu d'eau. Et voilà le départ de la recette du berlingot de Carpentras. On intègre une petite dose de colorant pour donner une couleur au sucre. Et là, je mets mon arôme. Arôme naturel d'orange. Là, je ramène mon sucre. Parce que vous voyez sur la table, si je le laisse en couche fine, il va refroidir très vite. Et l'objectif, c'est qu'il refroidisse le plus vite possible, tout en lui gardant une consistance malléable. Et puis on a toujours tendance à vouloir le caresser pour lui dire « ne nous fais pas de mauvaises surprises ». En 5 ans, Thierry a tout appris de Thérèse. C'est elle qui lui a cédé l'atelier de confiserie de berlingot. Étape la plus importante, tirer le sucre. Et c'est simplement le fait de le tirer comme un élastique qui fait qu'on intègre de l'air et il devient blanc. Thérèse passe souvent à l'atelier. Elle barre le sucre pour lui donner l'aspect zébré. La métamorphose du sucre en berlingot apparaît peu à peu. À toutes ces étapes, le temps est compté. Il faut être vigilant, le sucre doit rester souple et ne pas refroidir. Si tout est fait à la main, comme il y a 200 ans, seule nouveauté, cette berlingotière. Elle permet chaque matin de façonner 140 kg de berlingot. Les couleurs jouent avec les arômes, orange, citron, café ou anis. Quel est votre premier souvenir, la première fois que vous avez mangé un berlingot? Alors là, ça remonte à très longtemps, ce qui fait que je m'en souviens plus trop. L'odeur de la menthe. Parce que le vrai berlingot de Carpentras est à la menthe. Vous en avez mangé plein? Au début, pas mal. Maintenant, moins. Cette entreprise artisanale, la dernière, vend 12 tonnes de berlingots chaque année dans toute la France. J'ai toujours mangé des bonbons, de la confiserie, des biscuits, des chocolats. Est-ce qu'on peut dire que vous êtes gourmand? Et je crois qu'on peut le dire, oui. Et je le reste encore. Et aujourd'hui, Carpentras veut rester la capitale du berlingot. Car selon la légende, c'est à l'ombre de son beffroi que le cuisinier de Clément V, premier pape du comtat venessin, a créé le premier berlingot avec du caramel et de la menthe. La légende raconte que, remontant l'Allier, la fée Vichy décida de faire jaillir des sources chaudes. Depuis, on vient ici prendre les eaux et soigner sa gourmandise en suçant de drôles de petits bonbons octogonaux et tout blancs. Ça représente un potentiel assez important pour la ville de Vichy et pour la renommée de la station. Puis on dit que c'est une pastille du 3e âge, mais je pense que c'est consommé d'une manière générale par toutes les couches de la société. La naissance de la pastille est liée, comme il se doit à Vichy, à la qualité des eaux. Les toutes premières, à base de bicarbonate de soude, censées faciliter la digestion, furent d'abord vendues exclusivement en pharmacie. En 1824, un pharmacien découvrit le moyen d'extraire les principes actifs contenus dans l'eau de la station thermale. Il les commercialisa et c'est ainsi qu'apparurent les pastilles de Vichy, telles qu'elles sont encore consommées aujourd'hui. Ce qui était original, c'était de proposer aux gens, finalement, de boire de l'eau de Vichy autrement qu'avec de l'eau. Et de bénéficier des qualités des eaux de Vichy autrement que par une eau en bouteille ou par une eau prise à la source. Depuis leur création, les pastilles sont utilisées pour résoudre tous les petits problèmes gastriques. À lire de près leur composition, elles peuvent aussi être considérées comme des bonbons d'agrément. 2% de sels minéraux, du sucre et du sirop de glucose. La pâte obtenue est traditionnellement aromatisée à la menthe, parfois à l'anis ou au citron, avant d'être comprimée et gravée. Plus d'1 milliard de pastilles sont fabriquées chaque année à Vichy.
Celles qui proviennent des environs n'ont droit qu'à l'appellation pastilles du bassin de Vichy. C'est un produit qui a toujours été consommé, peut-être autant pour ses qualités digestives que pour la qualité de ses boîtes. Parce que qui n'a pas en souvenir sa grand-mère qui a une boîte de pastilles avec des boutons ou des aiguilles ou du fil. Collectionneur depuis une vingtaine d'années, Michel Laval a rassemblé 1 millier de boîtes. Aujourd'hui, il attend que la ville consacre un musée à son bonbon fétiche. J'ai pensé que les curistes devaient ramener ça ou envoyer en cadeau aux gens. Et donc, c'est ça qui m'a intéressé. J'ai l'impression de récupérer un peu du patrimoine de Vichy. Les boîtes se regardent comme un livre d'histoire. Elles rappellent la physionomie de Vichy au début du siècle. D'abord en carton, puis en fer blanc, les boîtes imitant le métal racontent aussi la Première Guerre mondiale. Une notoriété à faire pâlir les stars. 97% des Français connaissent la pastille de Vichy qui songe aussi à faire carrière à l'étranger. Elle a aujourd'hui 175 ans et tout l'avenir devant elle. Tu aimes le quotidien? Tu veux goûter? Tu veux? Dis oui, c'est bon. Pas. Oui, tu veux? Ça a l'air bon. On mange le cotignac en cassant, je vais vous montrer, un morceau de bois du couvercle. On se sert de ce petit morceau de bois comme d'une petite cuillère. Voilà. Et on mange le cotignac de cette façon depuis le XVe siècle. Voilà. Ils sont très bons. C'est très bon, madame. C'est très bon. Des spécialités d'Orléans même. Ah oui. Avec quel fruit c'est fait? La fraise, non? Ouais. Ah non. Oh, ah non. Les fraises. Cerise. Ni fraise ni cerise, le cotignac est une gelée de coin. Ah, je vous amène mes coins. Ah, bonjour. Bah dites donc, ils sont belles ces cognasses-là. Ah, cette année, il y en a eu beaucoup. Hein. Oui, ils sont pleins de duvet. C'est ceux-là qui sont intéressants. Ah. Parce que le duvet est plein de goût et plein de pectine et plein de... Ah ben moi je les ai enlevés, vous voyez. J'aurais cru que... Ah non, faut pas l'enlever surtout. Je sais que les petits coins, nous on s'en sert pour faire de la gelée parce que ça fournit beaucoup de gélatine. Beaucoup de gens ne savent pas d'ailleurs. Exactement. Mais ils prennent les plus beaux, ils laissent les petits. Ah ouais, donc c'est les petits qu'il faut prendre. Voilà. Régulièrement, les voisins de Benoît Gouchot lui apportent des fruits très vite transformés en cotignac. À Saintet, près d'Orléans, ce confiseur suit méthodiquement la façon de faire des anciens. Le coin est un fruit qui a beaucoup de parfum, beaucoup de goût. Mais pour extraire son parfum, il faut le faire bouillir avec de l'eau. Il n'y a pas forcément de secret. Il y a une façon de ne pas travailler sur la pulpe, travailler sur un jus. Après, c'est des recettes de gelée, plus ou moins cuites, plus ou moins tenues. Outre le jus de coin, autre ingrédient de base, un mélange de sucre, de pectine, c'est-à-dire des raisins de pomme, et du glucose. Le bain obtenu doit atteindre une température de 105 degrés. On n'a jamais retrouvé exactement de souche du cotignac. On ne sait pas trop d'où ça vient. On sait qu'il y a une ville dans le Var qui s'appelle Cotignac, où il y a aussi beaucoup de cognaciers. Ce serait un ouvrier pâtissier qui serait monté de son pays pour aller travailler à la capitale et serait arrêté à Orléans. Puis à Orléans, il aurait fait du cotignac. Et vu que souvent les gens à cette époque s'appelaient par le nom de leur village, ce monsieur ça devait s'appeler Cotignac. Et on a appelé son produit Cotignac. Les archives le prouvent, le cotignac est connu à la cour des rois. Rabelais, à travers Pantagruel, parle de cette délicieuse friandise. Une friandise présentée depuis toujours dans des petites boîtes faites en épicéa. Elles sont très hermétiques. Elles sont faites dans le Jura. Elles sont faites à la main. C'est encore un produit qui a une certaine valeur humaine, comme on dit. Une boîte, mais oui, qui peut même servir pour jouer à la marelle. Mais le cotignac, c'est avant tout le plaisir du palais. C'est traditionnel, c'est tout bête, mais c'est très bon. Placée au pied du sapin, accrochée à ses branches, glissée dans les cadeaux, offertes aux invités, elle fait forcément partie de Noël dans la région lyonnaise. C'est une papillote, il y a un papier et dedans il y a un bonbon au chocolat.
Il y a des papillotes au praliné, au lait, au chocolat noir et pâte de fruits. Celle que je préfère, c'est les pralinés. Le praliné, c'est des amandes, des noisettes et du sucre. Et du sucre. Et on a fait cuire les amandes et les noisettes dans le grand chaudron. Tu vois le grand bras, ça s'appelle une girafe. Des millions de papillotes naissent chaque année dans cette chocolaterie qui fête son centenaire. Cœur de praliné, enrobage de chocolat, douche de noisettes, les mélanges varient mais respectent le caractère traditionnel de la papillote. En fait, même sa naissance est une légende. En 1790, la papillote est née de l'échoppe de Sieur Papillot, qui était un chocolatier de rue du Bas d'Argent à Lyon. Ce chocolatier s'est rendu compte que son commis se servait des chocolats pour envoyer des mots doux à sa belle, et il a gardé cette tradition depuis cette époque. Le chocolat est entouré aujourd'hui avec des petites histoires, des blagues, des pétards, et puis un joli papier doré et frangé. Est-ce que tu l'as? Allez, viens. En habit d'or et de lumière, craquant, frémissant d'impatience, les bonbons se bousculent sur les tapis roulants, prêts à partir vers les magasins où on les attend. À Lyon, Roanne, Saint-Étienne, on les adore, on les dévore. Mais leur gloire est bien courte, le temps d'une étoile filante, ils ont déjà disparu jusqu'à l'année prochaine. La papillote dure 16 jours, du 8 décembre au 24 décembre, de la fête des Lumières à la fête de la Nativité. Symbole de partage et de joie, la papillote s'évanouit dans la bouche des gourmands. Reste alors le rébus, la petite histoire, pour faire rire les enfants et sourire les plus grands. Quel est le plus beau des compliments qu'un cannibale puisse faire à une fille? Vous êtes belle à croquer. Roulez, jeunesse. Allons-y, les petits chauffeurs, je vous attends. Venez prendre place. Au début du siècle, dans la région de Maubeuge, il y avait les frères Dursin, qui étaient 3 confiseurs forains, qui fabriquaient et vendaient ce bonbon sur toutes les fêtes foraines aux alentours de Maubeuge. Et le dernier des 3 frères a arrêté la fabrication de ce bonbon et a arrêté son commerce en 1960. Et d'après ce que je crois me souvenir, mon père a eu le secret de fabrication, la casserole et les ciseaux pour quelques paquets de cigarettes. C'était l'époque où Paris était encore la référence pour vendre des produits sur les marchés et foires de province. Cela n'a pas empêché Louis Marcel de reprendre la fabrication de cette coloche de Maubeuge. Roulez, jeunesse. Roulez, jeunesse. Allons-y, les petits chauffeurs, je vous attends. Venez prendre place. Je suis né dans la caravane, mes premiers cris, je les ai poussés dans la confiserie et aussi jeune que je puisse me souvenir, j'ai toujours senti cette odeur très particulière de mélasse que j'avais du mal à supporter d'ailleurs étant gamin. Cette friandise du Nord, que l'on appelle aussi cacoule, brin du diable ou chic jaune, a toujours été fabriquée en public. Et c'est vrai que cette odeur de mélasse, en fait le sirop de betterave, mélangé au sucre caramélisé, fait partie du folklore. On y ajoute du beurre et du glucose. Le secret de fabrication jalousement gardé réside dans les dosages et le degré de cuisson. En 1989, mon père a remis son affaire. Il voulait la vendre à un de mes collègues. Et disons que ça me chagrinait un petit peu que tout ça, ça parte dans les mains d'un étranger. Alors j'ai dit, bon, bah, je la reprends et puis je vais m'y mettre. Vient ensuite la partie la plus spectaculaire. Cette lave sucrée est refroidie sur une plaque de marbre et on commence à la travailler. On la plie et replie à l'aide d'une palette, puis on l'étire autour d'un piton. Le sucre ainsi étiré, malaxé, tordu, va changer de couleur, plus blond et plus pâle. Il sera aussi plus malléable et son goût plus léger. Quand les anciens Maubeugeois me voient fabriquer le bonbon sur la Ducasse, puisque ici dans le Nord on appelle ça la Ducasse, ils disent mais ça va Nacho, espère Dursin il crache dans ses mains pour tirer sur le bonbon, tu ne craches nain. Alors bon, ils fabriquaient ça un peu au pif quoi, disons qu'à l'époque il cuisait pas au thermomètre, il n'avait pas de glucose, donc le bonbon une fois était bien fait, une fois était un peu moins bien fait, ça collait un peu, mais enfin disons que c'était le folklore.
Dernière opération, le cordon de sucre va être coupé en petits morceaux, le berlingot. La coloche ou cacoule est prête à être croquée, mais au fait, pourquoi le nom de cacoule ou de coloche? Il n'y avait pas de sac plastique comme maintenant, de sac nylon, donc les confiseurs emballaient ça dans les sacs papier. Alors au cateau, on mettait le sachet dans sa poche, et puis on en mangeait un, on en mangeait deux, et au bout d'un moment, on ressortait le paquet de la poche, et puis ça coulait dans la poche. Donc ça coule, la contraction, c'est devenu cacoule. Maubeuge, bon, c'était un peu la même chose. On mettait le paquet dans sa poche et on sortait le bonbon de la poche, ça collait à la poche, donc colle aux poches, contraction coloche. Le regain d'intérêt pour les produits du terroir a incité Jean-Claude à distribuer ses coloches dans les boulangeries et confiseries de la région. Les anciens qui ne fréquentaient plus les fêtes foraines l'ont donc retrouvé, et la transmission du savoir-faire aux plus jeunes est maintenant effectuée, puisque la coloche est inscrite aujourd'hui à l'inventaire du patrimoine du Nord-Pas-de-Calais. C'est moi qui a commencé après l'arrêt de M. Dursin. Mon fils prend de l'extension là-dedans et puis je souhaite que le petit-fils devienne PDG d'une confiserie industrielle importante. Et apparemment, les premiers tests de dégustation sont très prometteurs. Roulez, jeunesse! La coloche de Maubeuge est née dans les fêtes foraines. La ténacité d'un jeune forain lui donne une seconde jeunesse. Un succès qui n'empêchera pas Jean-Claude et sa petite famille de continuer à vivre en caravane. Question de tradition. La Provence commence là où fleurit l'amandier, dicton poétique d'une géographie gourmande et qui compte une bien ancienne histoire. Il était une fois une petite navette à la robe d'hostie et au cœur d'amandes douces. En 1473, le roi René, tourmenté par la tristesse de sa reine Jeanne, lui fit goûter cette friandise. Et pour la première fois, elle eut un sourire. Le calisson, c'est quelque chose d'extraordinaire. C'est non seulement une légende, mais c'est toute une partie de l'histoire d'Aix. C'est une histoire d'amour entre sa ville et ce produit qui est né ici à Aix il y a fort longtemps. Le calisson est né par accident d'un papa pâtissier qui aurait involontairement mélangé des fruits confits et de la poudre d'amande. 4 siècles plus tard, le calisson fait toujours recette, comme l'a évoqué Marcel Pagnol dans Marius, la leçon de bistrot. Un auteur bien de chez nous, de Provence, aurait pu vous la donner d'une façon assez humoristique, pour vous éviter les chiffres. Il aurait pu vous dire, vous prenez un tiers d'amandes, vous prenez un tiers de fruits confits, vous rajoutez un tiers de sucre, et enfin vous mettez un 4e grand tiers de passion. C'est par amour de ce bonbon que les confiseurs ont très officiellement fait entrer le calisson dans le patrimoine de la ville. D'Aix-en-Provence et de nulle part ailleurs. L'appellation est goûteuse, elle ne souffre aucun écart dans l'équilibre des arômes, à peine quelques variantes nommées abricot, fleur d'oranger ou anis. Chaque entreprise a son petit truc. Et vous, c'est quoi? Moi, c'est le tournemel. La pâte doit être homogène, pas molle, plutôt ferme, et doit avoir le goût un petit peu amer qui rappelle justement ces amandes de Provence. Est-ce que vous en mangez toujours des calisson? Toujours. Des tonnes. Ainsi naissent les calissons, 55 millions par an. D'où vient le nom calisson? Il y a plusieurs versions. Frédéric Mistral donne comme origine canissou, c'est-à-dire les petites clés en bois sur lesquelles on faisait sécher à l'origine les calissons. Il aimait beaucoup la sonorité du mot canisson, effectivement c'est joli comme origine. Il y a une autre légende aussi, une autre légende sur le calisson, qui se rapporte à une tradition religieuse où les gens confondaient calice et calisson, c'est-à-dire contenu et contenant, pendant un office religieux. Aujourd'hui, le calisson ne guérit plus du mauvais mal. La peste a laissé place à une autre épidémie, le vertige des parfums et des saveurs d'Aix dans un calisson. Un certain regard en forme d'amande, c'est le visage de la Provence.
Martelé par des orages de grêle, le massif du Pilat pose son regard de glace sur Saint-Étienne et s'étonne qu'en bas, dans la vallée, les grêlons jouent aussi les vedettes, se roulent dans une neige de sucre-glace et dévalent une montagne de chocolat. Sous l'œil gourmand des chocolatiers des princes, pour qui la seule avarie serait de ne pas provoquer l'envie. C'est ainsi que depuis 30 ans, les Stéphanois se jouent de la nature, la défient et mettent en boîte des grêlons, sculpteurs fous du paysage local pour les uns, tendre ganache pour les autres. Et comme la nature est le terrain de jeu de l'histoire, celle de ce joyau blanc démarre par une soirée d'automne en 1972. Le ciel est sombre et menaçant, mais les dieux sont là. Ah, l'histoire, elle est fabuleuse. Un jour, M. Calafel, revenant de, je crois que c'était Lyon, oui. De Lyon, emprunte l'autoroute, donc à l'époque, il n'était pas l'autoroute d'ailleurs. Et vers Rive-de-Gier, je crois qu'il prend un orage de grêle, alors vraiment carabiné, comme on dit à Saint-Étienne. Hein. Donc obligé de s'arrêter, et puis il examinait là ces gros grêlons. Et puis il s'est dit, mais avec ces gros grêlons, est-ce que je peux pas en faire un chocolat? Et c'est là qu'est né, tout de suite après, le grêlon du Pilat. Le chocolatier eut sa revanche, les artisans heureux font valser leurs spatules. Et dans un pas de deux effréné, la danse du chocolat enivre le plus prince des chocolatiers. Un grêlon se fabrique avec beaucoup de matières nobles, c'est-à-dire de la crème du forêt, et puis on met du bon chocolat au lait, de couverture, et puis une petite gousse de vanille pour ajouter un petit peu dans la crème, hein, pour y donner ce petit parfum, là, hein. Et puis on va finir par des noisettes qui sont macérées dans l'alcool, et on a l'appareil du grêlon. Alors l'appareil, ça va être, disons, l'ingrédient intérieur du bonbon de chocolat qui s'appelle le grêlon. Les caprices du ciel sont une chose, le caprice de l'artisan en est une autre. Secret de fabrication oblige, quelques photos volées dignes d'un paparazzi accro de grêlon, mais si ça existe, témoignent de la touche finale et du savoir-faire régional. Et depuis, incroyable, quand à Saint-Étienne ou sur le massif du Pilat on voit s'abattre sur la ville une tempête de grêle, on se dit, tiens, on dirait des grêlons du Pilat. Moret-sur-Loing, une ville entourée d'eau, une ville chargée d'histoire. Au XVIIe siècle, les Sœurs de la Charité font ici, et pour la première fois au monde, des sucres d'orge. Depuis, les religieuses s'en sont allées, mais elles ont confié leurs secrets à une seule et même famille qui, aujourd'hui encore, perpétue la tradition. Est-ce que vous pouvez nous donner le secret des religieuses de Moret et de leurs recettes? Oh, le secret, ce serait un peu difficile, ça, de vous donner le secret. Si je vous le donne, ce serait plus un secret, après. Seule information obtenue, l'orge entre dans la composition, d'où le nom sucre d'orge. Chez les Rousseau, le sucre d'orge est fait avec amour et comme au temps jadis. Pas question de colorant ou de conservateur, pas question de trahir les religieuses d'antan. La pâte est malaxée, le coup de main est important. Ensuite, place au moulage. Des moules en bronze, là encore à l'ancienne. Avis aux gourmands, chaque semaine, 200 kilos de sucre d'orge sortent de cet atelier. Dans nos têtes d'adultes, si on ferme les yeux, bon, on voit tout de suite un sucre d'orge, bon, on s'imagine une sucette ou un bâton. Alors que le sucre d'orge, c'est une qualité de bonbon et non une forme. Il y en a donc pour tous les goûts, bâtonnet ou berlingot, à vous de choisir. Le sucre d'orge des religieuses de Moret existe depuis plus de 350 ans. On dit qu'il était particulièrement apprécié à la cour du roi Louis XIV. Flavigny-sur-Ozerain, ancienne capitale religieuse de l'Ossois, a su garder au fil des siècles ses communautés. Mais depuis la Révolution, ce ne sont plus les moines qui occupent l'abbaye bénédictine, mais une fabrique d'Annie dont la réputation dépasse largement les frontières de cette commune de 400 habitants.
Selon la tradition locale, les Ursulines auraient mis au point en 1692 la fabrication de ce bonbon. Le procédé n'aurait pas beaucoup changé aujourd'hui. Il s'agit toujours d'une graine d'anis que l'on enrobe de sucre et que l'on parfume avec différents arômes. Un produit naturel dont les effets thérapeutiques étaient appréciés bien avant Jésus-Christ. Ça serait Jules César qui aurait amené de l'anis pour soigner les dysenteries de ses troupes quand il a fait le siège de Vercingétorix. Si certains amateurs l'apprécient encore aujourd'hui pour ses vertus digestives, l'anis de Flavigny est surtout reconnu par ses boîtes sur lesquelles on peut lire toute l'histoire de cette confiserie locale. Au siècle dernier, il y avait 8 fabricants dans la commune. Depuis 1920, il n'y en a plus qu'un. Un record de longévité qui fait la joie des collectionneurs. Souvent, les gens les cherchent pour les boîtes et moi, j'aime pas beaucoup ça. Ah bon? Ben, parce que j'aime mieux que ça soit le bonbon. Mais tout doucement, après, les gens reconnaissent le bonbon, mais c'est la boîte qui le fait remarquer. À Flavigny, on pourra constater que les fameuses petites boîtes ovales sont remplies et assemblées de façon artisanale, comme si le temps s'était arrêté au début de la mécanisation. Certains tourniquets datent de 1930. Ces méthodes ont quand même produit l'an dernier 250 tonnes de friandises. Les 18 personnes de la fabrique sont rodées. Ici, on travaille pratiquement comme les patrons, c'est-à-dire de génération en génération. Plus de 40 ans. La 43e année qui est commencée. Est-ce que ce travail n'est pas trop répétitif? Non, pas du tout. Vous n'auriez pas envie de machines plus modernes? Ça changerait complètement le style de l'usine. Je crois qu'ils veulent garder l'ambiance familiale, pour garder la qualité du travail et pour dire que c'est pas une usine. La famille Troubat a toujours été prudent vis-à-vis du progrès technique. Question sans doute de cohérence avec l'image du bonbon, histoire aussi de sauvegarder une dimension humaine à l'entreprise. Sans doute qu'avec des machines plus modernes, il serait peut-être quand même aussi beaucoup plus tenu à des cadences, à la pression de la machine. Quand on va dans une autre entreprise ou dans d'autres entreprises, si moi je considère notre personnel aux autres, je ne les vois pas plus malheureux. Et puis il y a des moments de détente, quand les touristes viennent visiter les ateliers ou ce qui reste de cette abbaye du 9e siècle. Ce sont alors les employés qui, chacune leur tour, servent de guide dans les cryptes carolingiennes conservées dans l'enceinte de la fabrique. Du bonbon à l'anis à Pépin-le-Bref, la pause est ici culturelle, dans un climat bon enfant, voire même un tantinet rétro. Pourquoi pas si c'est attachant? Et actuellement, c'est bien l'aspect, pas forcément vieillot, mais ancien qu'il faut qu'on maintienne. Enfin, moi, je sens très bien que c'est là une force. Cet aspect ancien n'empêche pas au bonbon d'être apprécié à l'étranger. Plus du tiers de la production est ainsi exportée aux États-Unis, Australie, Japon et Europe. Quant à son avenir, le bonbon de Flavigny n'a rien à craindre. La jeune génération Troubat devrait prendre la relève et continuer une tradition anisée plus que millénaire. Du haut de sa magnificence de pierre, le mont Faron veille sur la rade de Toulon. Ceux qui ne l'ont pas gravi s'en font toute une montagne, et pourtant, depuis des siècles, les cris des enfants jouant sur ces cailloux résonnent sur la ville de Rémy. De l'autre côté, peut-être. Depuis, disons tout petit, on s'amuse dans les cailloux du Faron à divers amusements, disons. On venait faire du vélo, on venait même tirer à la carabine à plomb les oiseaux. On faisait le couillon sur le Faron. Il fallait avoir une âme d'enfant pour imaginer ces cailloux en chocolat croquant et avoir l'imagination d'un confiseur pour faire des cailloux du Faron une spécialité toulonnaise. On met à peu près une valeur de 6 kg de chocolat. On rajoute par-dessus 2,5 kg de pâte de noisettes pures qu'on mélange à un praliné noisette. Et après, on rajoute en dernière étape la feuilletine qui nous permet d'avoir ce fameux croustillant du caillou du Faron. Il faut compter à peu près entre 2 et 3 heures le temps de le faire, le temps du séchage.
C'est un métier qui nécessite finalement beaucoup de patience. Patience, peut-être pas, surtout de la passion. Avec ce caillou en poche, telle une pépite d'or noir, Régis Escudier remporte tous les honneurs. Premier prix de la dynamique artisanale et les éloges de la presse locale. Et il est bon ce caillou? Il est bon parce qu'il est à la fois croquant, fondant et croustillant. Il est un peu comme les gens du pays, quoi. Voilà, ils sont comme nous, ils sont fondants et croustillants. Non, nous on est quand même sous le soleil, c'est vrai on a toujours un petit peu l'esprit rieur, mais je veux dire dans notre travail, on est bon, voilà. Et ce faron qui regarde inlassablement les marins partir pourrait aussi nous raconter les aventures des bérets du Mousse. Mais ceci est une autre histoire. Enfant, je me souviens des dunes, de la plage à marée basse, des journées de chasse au trésor, le seau plein de coquillages, et puis de cette écume. Écume des jours qui remonte aux narines et sent le sucre chaud qui caramélise dans la cuisine de grand-maman. Cette ambiance existe toujours dans cette boutique des succès berquois où le temps semble s'être arrêté. Ce que nous utilisons, nous, ce sont des recettes familiales qui ont été commercialisées. Ça vient de ma grand-mère et la boutique a été ouverte à Berck en 1922, alors que dans ma famille, on savait faire les bonbons depuis bien plus longtemps que ça. Ici, le travail du sucre s'apparente au travail du joaillier. D'abord, faire fondre sa matière première, lui donner sa teinte or ambré pour l'amener jusqu'à la plus savoureuse des futilités, le bonbon. Aux environs de 1900, c'est la période où, en France, le sucre devient un produit bon marché. À cette époque-là, contrairement au 19e siècle, tout le monde a suffisamment d'argent pour acheter du sucre et c'est l'époque où l'alimentation des gens va commencer à changer. On ne va plus garder le sucre pour des choses essentielles, on va commencer un peu à le gaspiller. Et en famille, quand il y a des grandes réunions d'enfants, des jours de fête, on fabrique à la maison des bonbons. Et la recette n'a guère changé. Le sucre coulé sur la plaque de marbre s'épaissit, devient métal, il s'offre à l'imagination du confiseur qui décide pour cette fois de le parer d'exotisme. Un arôme naturel de mangue et quelques papayes. La pâte est à 50 degrés, elle se laisse alors modeler. Le caillou ainsi orné est prêt à devenir un lingot. Un lingot et l'éclat si pur qu'il pourrait rendre hypocrite la plus sincère des femmes qui prétendraient vouloir le porter en bijou. Car le goût de ce bonbon a la saveur des balades sur la plage, où enfant, en culotte courte et maillot rayé, on se met des bonbons pour agrémenter de longues chasses au trésor. Mais bien sûr, je vous parle d'un temps que les moins de 20 ans ne peuvent pas connaître. C'est chaud, hein. Alors, il faut le chauffer entre les mains. Voilà, vous voyez, et à mesure, on le défait. Et voilà le suce-miel, l'ancêtre du sucre d'orge, la confiserie dont raffolent tous les Marseillais. Une friandise qui fait partie des 13 desserts du Noël provençal. La recette, toute simple. Du sucre de canne, du sucre de maïs, du miel de lavande. À l'origine, dans les familles d'Allot, seul le miel était chauffé puis refroidi dans une assiette pour être dégusté au repas dominical. Ce sont les frères Brémond qui, en 1840, se mettent à produire et à commercialiser cette friandise. L'arrière-grand-père de Pierre transmet la formule tenue secrète à travers les générations. Il y a de la rigueur, il ne faut jamais changer de recette, il faut surtout suivre le temps. Parce qu'avec le Mistral, exemple, on sait que ça cuit plus vite. S'il pleut, ça cuit plus lentement. Alors il faut suivre la météo, il faut suivre le feu. Le feu, ça dépend, des fois il va plus vite, des fois il ralentit.
Voilà, là ça commence à bouillir, alors on fait en fait évaporer de l'eau, bien entendu. Ça va bouillir presque à déborder, des fois ça déborde, ça fait peur. Hein. Et quand ça déborde, ça prend feu le sucre. Le sucre prend feu au bord des chaudrons, vous voyez ça, là. Et c'est un métier dangereux. Ben, tout est dangereux dans le travail. Mais c'est tellement agréable le suce-miel. Il ne faut pas que le sucre reste cristal. Si le sucre reste cristal, c'est loupé. Hein. C'est une chouillasse, on dit. Ça vous arrive souvent de rater votre Non, recette? non, mais ça arrive. Quand on nous regarde, souvent ça arrive. Hein. Et pour éviter la chouillasse, on s'est fait discret. Plus qu'un tour de main, l'important pour Pierre, c'est le coup d'œil. Le moment fatidique entre 118 et 120 degrés où la cuisson doit s'arrêter. La pâte, ensuite, doit se refroidir de 80 degrés au moins pour atteindre une température supportable. Un peu comme ça, et je pense que vous pouvez la mettre, elle est au point. On va la mettre sur le fou. Voilà. Elle est à quelle température là? Ben là, on la touche aisément, elle est douce, c'est chaude, c'est bon. Je pense que c'est bon. C'est moelleux? C'est surtout pégueux. Hein. Aérée, gonflée, la pâte prend enfin la texture finale. Sur l'ancienne table de l'atelier, Marie-Jeanne retrouve ses automatismes. Je mets sur la table, on les tire, mais il ne fallait pas qu'il dépasse parce que comment il aurait coulé. Il fallait toujours qu'il reste une petite distance là. Vous voyez, il y a l'imprimerie, on voyait. Alors on tirait et puis alors on faisait comme ça. Marie-Jeanne connaît tout de la fabrication. Elle a dirigé 50 ans l'usine. Et ça papotait? Ah oui, oui, oui. On parlait. C'est-à-dire il y avait une équipe formidable, vous voyez. C'était pas des employés, c'était des amis. L'usine était au cœur du village. Alors l'après-midi, toutes les vieilles du village venaient blaguer. Alors on appelait l'après-midi suce-miel, radio suce-miel. C'était toutes les nouvelles, ça se savait là. Voilà. Encore aujourd'hui, tout le monde met la main à la pâte. En une demi-heure, les suce-miel prennent forme. Alors on m'a dit, quand les poupées trop petits, qu'est-ce que vous en faites? Ben, j'ai répondu, je les mange. Cette friandise ancestrale se décline aussi en chic. C'est avec l'arrivée des bonbons au début du siècle que les frères Brémond réagissent. Alors, quand ils ont vu arriver des bonbons, ils ont eu peur, ils se sont dit peut-être nos suce-miel, on va se les garder sur le ventre. Alors ils ont fait des suce-miel en boule, façon bonbon si on veut. Et la chic est née au début du siècle, avant la guerre de 14. Le suce-miel ou la chic ont fait la gloire d'Allot, un village provençal à quelques lieues de Marseille. Ici se mêlent l'histoire d'un village, l'histoire d'une famille, l'histoire d'une tradition de Noël, une tradition qui ne s'exporte nulle part ailleurs. C'est les grands-parents qui les achètent, qui font semblant de ne pas en manger, ils l'offrent aux petits et ils finissent le reste. Et ils se régalent. En 1901, événement exceptionnel. Le Négus d'Abyssinie, qui règne sur l'Éthiopie, se rend en France. À Nevers, un confiseur décide alors de rendre hommage à celui que l'on surnomme le roi des rois, Ménélik, grand-oncle d'Haïlé Sélassié. Afin d'honorer la grandeur du souverain, il s'agit d'inventer une précieuse friandise. Ainsi, pour le plaisir des petits et des grands, le bonbon Le Négus voit le jour. T'as vu le gros plat là? Regarde comment c'est joli. Puis c'est bon, hein. Aujourd'hui, à Nevers, comme au début du XXe siècle, la boutique a toujours pignon sur rue et continue de célébrer l'ancien souverain éthiopien. Telles des pépites, les friandises brillent de mille éclats. Nul doute possible, grâce au Négus d'Abyssinie, un Nivernais a bel et bien inventé les joyaux de la confiserie. Très bien. Ceci, c'est le Négus, caramel mou trempé dans un caramel sucre, parfumé au chocolat. Et ceci, c'est l'Abyssin, caramel mou trempé dans un caramel sucre, parfumé au café. La recette du Négus, beurre, cacao, graisse végétale, glucose, auquel on ajoute bientôt un mélange de lait et de sucre. Les quantités, impossible de les connaître. Concurrence oblige, la famille Iriart ne livre pas tous les secrets de la fabrication. Certes, la marque Le Négus a été déposée dès 1902. Dans cet ancien atelier, les ustensiles sont d'époque, seule la découpe a été mécanisée.
Le personnel ne changerait de métier pour rien au monde. C'est le seul produit nivernais qu'on peut exporter sur Paris ou alors sur la France entière. Et puis c'est vrai que quand on parle du négus, eh ben, on peut être fier de notre produit. Il faut une matinée pour produire 20 kilos de négus. Cela sous la houlette de Alain Hiriart. Gérant de l'entreprise, il a su transmettre le savoir-faire de ses ancêtres. C'est bon, Lucien, le sucre est cuit, c'est bon. Un travail méticuleux, le coup de main est important, les gestes sont précis. Pour confectionner un bonbon précieux, la rigueur s'impose. Je suis rentrée là à l'âge de 17 ans. Nous avons appris comme ça, sur le tas, quoi. En plus, moi, j'étais gauchère, hein, alors il a fallu que je m'habitue à tremper de la main droite. Imaginez-vous. Alors là, je me suis dit, c'était dur, mais enfin, j'y suis arrivée quand même. Le décor oriental de la boutique a été créé il y a un siècle. Ce lieu, haut en couleur, est tenu par Madame Hiriart-Liron, qui a succédé à son père et son grand-père. Le chiffon, un coup dessus, un coup dessous. La boîte du négus, un écrin presque centenaire, comme le bonbon inventé par Monsieur Grelier. En 1909, l'entreprise est rachetée par la famille Liron. Mon grand-père était présent au moment de la fabrication, donc il l'a connu forcément. Quand il a racheté la confiserie, comme il était là, la recette a continué. Est-ce que vous aimez le négus? Bien sûr, je suis très gourmande. On n'est pas dans la confiserie sans les aimer. Madame, désirez-vous goûter un négus au café? On n'ose pas y toucher tellement ils sont beaux. C'est joli. J'aime beaucoup les caramels et je reconnais qu'ils ont aussi un aspect très, très beau, très lisse. On dirait un petit peu des bijoux. J'aime beaucoup la boîte déjà. Je trouve qu'elle est très belle. Un côté rétro que j'aime beaucoup. Et puis ça fait penser à les bonbons de l'enfance. Et c'est vrai que plus je vieillis, plus je suis gourmande en plus. Le négus séduit aussi la nouvelle génération. Voilà. Merci. Oh, bien. C'est bon. Très bon.